Bonjour à tous, bienvenue. On est content de vous retrouver en cette belle matinée de dimanche. Matinée qui, comme vous le constatez, démarre à 13h, sinon c'est pas drôle. Programme assez chargé aujourd'hui, mine de rien, puisqu'on a au moins 3 émissions de prévues, 2 talk shows, un peu comme hier, et puis on aura une carte blanche avec Tristan qui va venir jouer à un jeu avec des chats. Ce sera vers 15h, si je ne m'amuse. Parfait. Évidemment, Marjorie est toujours dans les parages. Salut Marjo, comment tu vas? Bien dormi? Bah ouais, bien dormi, prête à faire la dernière journée du festival. C'est trop court de jours. Alors ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'on a un temps magnifique, il fait très beau, et donc le public va, comme chaque année le dimanche, se déplacer en masse le dimanche après-midi. Le rush va arriver très bientôt, vers 14h, on va avoir un 14h-17h qui va être de folie. On a un petit moment de calme et on a 2 auteurs en plateau. C'est l'occasion de les accueillir et de pouvoir en profiter tant que le public n'est pas encore en train de hurler pour avoir des dédicaces et acheter leurs ouvrages. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires ludiques 2022. Le retour. Bonjour messieurs. Bonjour. Marjo, je te laisse poser tes questions rituelles de début d'émission. Eh oui, parce que j'ai des questions un peu bêtes, moi, en début d'émission. Alors, on n'a pas donné le nom de ces auteurs, quand même. Donc, on va les Justement, donner. je te laisse faire. Je sais que toi, t'es carré là-dessus. Voilà. Donc, bonjour Boris Beuzelin. Bonjour. Et bonjour 2D. Donc, voilà, qui sont 2 auteurs invités par le Passage. Vous pouvez les retrouver sur le stand du Passage. Ils dédicacent leurs ouvrages et ils vont nous les montrer un petit peu aujourd'hui. Pour que vous ayez très envie de venir les chercher. Alors, messieurs, j'ai 2 petites questions pour vous. Non, 1 ou 2. Allez, on verra bien. C'est des questions un peu bêtes. Il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Donc pas de pression. C'est juste pour se mettre à l'aise. Vous connaissez Game of Thrones ou pas? Oui, la série, oui. Enfin, le bouquin. La série télévisée, ouais. Eh bien, George R.R. Martin, l'auteur, n'a toujours pas terminé d'écrire son roman Le Trône de Fer. Vous trouvez ça agaçant ou un petit peu énervant? Moi, pour ma part, je m'en fiche un peu, on va dire. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez la fin de la série, c'est bien. Oui, alors moi, je dois dire que j'ai vu que la saison 1 de la série, pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Donc après, George Martin, écoute. Moi, j'ai beaucoup aimé la série, en tout cas, que j'ai vu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ouais. Alors, j'ai entamé la nouvelle série, là, House of the Dragon. House of the Dragon. J'ai pas lu les bouquins de George Martin, donc je crois qu'ils ont dû prendre des libertés probablement pour écrire la fin. Bon, après le fait qu'il n'est pas fini, j'ai envie de dire, faut laisser le temps faire son travail, quoi. Hein. Je crois qu'il travaille pas très vite, je crois. Non, pas très vite. Il a la réputation de prendre un peu son temps. Voilà, c'est un glandeur. Tant mieux pour lui. C'est pas lui qui a l'initiative de l'adaptation en télé, donc. Tout à fait. Voilà. Moi, à sa place, quand même, j'essaierais de faire en sorte de finir avant de plus être là, quoi. Ah, sinon, il va devenir Tolkien, alors voilà. Ah, ouais, donc je pense que... Et vous, en tant qu'auteur, vous êtes à combien de livres par an? Vous êtes sur 12, 13, 14 livres par an. Alors, on comprend que... Tu veux dire dans les livres qu'on lit ou qu'on fait? Vous sortez, voilà. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que ce George R. Martin, on l'aime tous. Enfin, évidemment. On l'aime tous, voilà, mais là, ça fait combien de temps qu'on l'attend? Quelques années. 3 ans? 4 ans? 5 ans? Quelque chose comme ça, oui, on doit pas être loin. On compte plus. Ouais. Allez, question suivante. Question suivante. Si James Bond se battait contre un super-héros, contre qui aurait-il le plus de chances de l'emporter à votre avis? Captain Marvel ou Superman? Oula. Sachant que c'est on est sur des questions pointues, attention, on est vraiment sur des questions du débat, de la réflexion. Quel James Bond? Moi, j'ai un Sean faible. Connery ou est-ce qu'on parle de Daniel Craig? J'ai un faible pour Daniel Craig. Les mêmes moyens à leur disposition. On va essayer de prendre celui qui a le plus de moyens quand même. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est au choix de chacun. C'est-à-dire que James Bond, il y en a plein. Mais des Superman, il y en a plein aussi, à la rigueur. Voilà, et c'est comme tu veux. Tu choisis celui que tu veux. Déjà, est-ce que je vais te laisser répondre en premier parce que comme ça, je pourrais m'inspirer de ta réponse. Je suis fan de James Bond plus que du Trône de Fer.
Après, la rencontre entre James Bond et Superman, ou l'autre, c'est quoi, Captain Marvel. Ah, Captain Marvel en plus. Ah oui, lui, je connais pas trop Captain Marvel. Superman, mettons. Oui, c'est elle, Captain Marvel, il me semble. Ah, c'est une femme. Il y a eu une heal dans les Il y a eu un heal aussi. Ouais, dans certains comics, il y a dû avoir du heal aussi à un moment donné, mais c'est vrai que ce qu'on voit dans les films qui est plus connu aujourd'hui, dans les comics un peu récents, c'est du elle. Ouais, c'est du elle. C'est une dame, tout simplement. Est-ce que ton Captain Marvel heal, c'est pas le Shazam à la base, plutôt? Alors non, je crois que Captain Marvel... Parce que Shazam s'appelait Captain Marvel Oui, avant. moi c'est le souvenir que j'en ai de Captain Marvel. C'est le Shazam. Deux choses différentes, quoi. Ah oui, mais par contre, Captain Marvel, qui est devenu Shazam, c'est chez DC. Je sais, ouais. Et il y a un Captain Marvel, un peu bleu, un peu extraterrestre, qui a existé chez Marvel. D'accord. Il avait un espèce de costume noir avec un V, puis rouge en dessous, voilà. Ok. Un peu le même style de pouvoir que la Captain Marvel qu'on voit. D'accord. Voilà. Je te parle de ça, ça fait 10 ans que j'ai lu ces trucs-là. Bah écoute, je sais pas, moi je sais pas. La question c'était contre qui James Bond aurait plus de chance ou aurait moins de chance, c'est ça? Avec qui il aurait plus de chance? Bah avec Captain Marvel il aurait plus de chance déjà que ça se termine dans un lit, je pense. Ouais. Voilà. Alors si c'est une femme, effectivement. Après avec Superman, non, Superman il est trop fort Superman. Non, il a pas de chance, aucune chance. Alors Superman, par contre, il est un peu naïf. Donc peut-être que James Bond étant un agent secret, il terminerait dans le lit aussi. Il pourrait peut-être le manipuler de manière psychologique ou je ne sais pas pour essayer de le retourner. Ouais, justement. D'autant que je crois que Captain Marvel version cinématique Marvel Universe, je crois qu'elle préfère les femmes. J'ai la bonne info, il me semble qu'il est suggéré en tout cas qu'elle préfère les femmes. Donc peut-être que le charme de James Bond serait complètement inopérant sur elle, alors qu'effectivement la naïveté de Superman elle est quand même légendaire. Quand même, oui. Finalement elle est compliquée cette question alors. Ça soulève des problèmes. Moi je pense que James Bond coucherait avec les deux, je pense. Oui, voilà. Ah bah oui, je pense. Non, c'est sûr. Voire presque en même temps, c'est ça le problème. Probablement. Ouais. Allez, une question un peu sérieuse. T'en as aussi en stock? Une question un peu sérieuse, messieurs. Alors, vous êtes auteur, vous êtes dessinateur, illustrateur. Depuis quand vous faites ça? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre dans cet univers-là? Toi, moi Bah écoute, comme tu veux. Bon, alors depuis quand je fais des livres en tant qu'auteur professionnel, puisqu'on dit comme ça fait 20 ans. Après, moi le dessin, je fais ça depuis que je suis tout petit. Puis je fais partie de ces gens qui n'ont pas arrêté de faire du dessin. Tous les enfants dessinent, puis à un moment, certains s'arrêtent parce que voilà, ça les intéresse plus, ils passent à autre chose. Puis d'autres continuent, entretiennent ça, se passionnent pour ça, et puis peuvent en faire parfois leur métier, dans la bande dessinée, l'illustration, le dessin animé, les jeux vidéo, enfin voilà. Et vous, c'est plus bande dessinée? Ah oui, ouais, moi c'est vraiment bande dessinée, c'est vraiment ça que je voulais faire quand j'étais adolescent. Alors, quand j'ai compris que en fait c'était un métier, qu'il y avait des gens qui gagnaient leur vie en faisant ça. Et puis voilà, après des détours dans l'audiovisuel, j'ai fini par revenir vers la BD qui m'intéressait beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir publier un premier album, puis ça s'est enchaîné. Voilà. Il y a un album dont tu te souviens petit, qui t'a marqué, qui a été le déclic, qui a vraiment été le fait de dire ah non mais j'aimerais bien faire ça quoi, quand je serai grand. Ah ouais. J'imagine qu'il y en a plein parce que c'est aussi en général on lit pas mal de BD aussi. Alors moi j'ai une culture franco-belge ultra classique parce que quand j'étais gamin donc j'ai dévoré les Lucky Luke, les Spirou, Je pense que le personnage que j'ai le plus dessiné étant gamin, c'est Lucky Luke. Et je dois dire que c'est un des héros franco-belges que j'arrive encore à relire avec toujours autant de plaisir. Je parle des Lucky Luke de la période Maurice et Goscinny. Je suis moins un client des Lucky Luke faits par les auteurs de maintenant. Mais
mais je relis toujours des Lucky Luke avec plaisir. Je trouve ça toujours aussi bon. C'est comme les Tintins, pour moi, ça traverse le temps sans prendre une ride. Qu'est-ce qui te marque encore maintenant, ou qui te fait plaisir dans ce personnage de Lucky Luke? C'est quoi ses caractéristiques un peu, alors du personnage, de la bande dessinée, de l'histoire en général, mais qu'est-ce qui, effectivement, ça traverse le temps, mais voilà, pourquoi plus Lucky Luke que Tintin par exemple, ou que Spirou, Alors, Tintin, j'ai eu des phases, j'aimais bien quand j'étais gamin, quand j'étais ado j'aimais plus, quand j'avais 23-24 ans, je me suis mis à redécouvrir Tintin, et donc là je suis réintéressé, mais Lucky Luke c'est resté constant. Mais alors déjà, Lucky Luke, c'est un personnage qui formellement, dans son dessin, a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. Et donc il y a des périodes de dessin de Lucky Luke, et chaque période a son le héros ne réagissait pas de la même façon. Au début il est très dessin animé, parce que Maurice voulait faire du dessin animé, donc on le sent, c'est un personnage très rond qui remue beaucoup, c'est très visuel les histoires, et puis voilà. Puis quand Goscinny est arrivé, c'est devenu des scénarios plus charpentés, plus compliqués, avec des thèmes mis en avant à chaque BD. Et puis dans Lucky Luke, je pense que ce qui me plaît encore beaucoup maintenant, c'est l'audace graphique de Maurice, notamment dans la mise en couleur. Il a une mise en couleur qui est pas du tout, qui est parfois naturaliste, c'est-à-dire que on est dehors, il fait beau, le ciel est bleu, l'herbe est verte, machin. Mais la plupart du temps, c'est une couleur narrative, c'est-à-dire que les personnages sont tout bleus, tout rouges, tout jaunes, et expriment par ce biais, cette astuce de couleur, des sentiments extrêmement forts, avec des choses très très simples, des aplats de couleurs. Et on voit pas beaucoup ça dans la BD. Enfin, on l'a pas beaucoup revu depuis. Et pourtant, quand on lit, on se pose pas la question, on se dit pas, mais attends, là, je comprends pas, les Dalton, ils sont tout rouges d'un coup. Mais non, c'est tout ça, c'est pensé, c'est réfléchi, c'est surtout fait de manière ultra sensible. Et c'est des audaces graphiques qui, je trouve, sont vachement fortes, quoi. Eh ben, on ira se replonger dans Lucky Luke avec grand plaisir. Et de relire toutes les BD que j'aimais bien quand j'étais petite. Moi, j'étais plus fan de Black et Mortimer. Non, des tuniques bleues. Ah oui, des tuniques bleues que j'aime bien. C'est parce que c'est marrant. On me fait toujours rire. 2D. Et toi, t'es tombé dans la marmite quand? Moi c'était, je pense, un peu le même processus. Alors moi c'est plus récent parce que je suis plus jeune. Et bim. T'es plus blanc par contre. Par contre, c'est vrai que moi je suis venu à la bande dessinée. Oui, j'ai toujours aimé la bande dessinée depuis que je suis tout petit. Après, le choix de faire de la bande dessinée, il s'est un peu imposé un peu tout seul. Moi, après le bac, j'ai fait les Beaux-Arts, mais j'ai fait les Beaux-Arts un peu, c'était une suggestion de mes parents qui avaient quand même envie que je m'en aille de chez eux. J'étais un peu chiant, je pense. Moi j'ai sauté sur l'occasion, mais c'est vrai que j'étais peut-être moins mature aussi. C'était surtout l'envie de partir et puis oui, de dessiner, mais je m'imaginais pas. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était réalisable, quoi. Je veux dire, c'est comme si je m'étais dit, tiens, j'aurais bien voulu être acteur de cinéma. Non, c'est pas le. Donc l'envie de dessiner était là, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'ambition. Ça, c'est arrivé plus tard, bien plus tard même. Au fur et à mesure de ma progression, on va dire, la progression de mon dessin. Et ça fait combien de temps que tu es auteur et que tu peux en vivre? Alors moi ça fait j'ai sorti ma première BD il y a 7 ans, 8 ans. Oui, ça fait 8 ans. Alors t'as dit depuis quand j'en vis? Et est-ce que, j'allais poser la question subsidiaire, est-ce que tu peux en vivre aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est évidemment pas le cas pour tous les gens qui sont tous les auteurs. Alors là c'est un vaste sujet, mais clairement non. Il faut faire d'autres choses à côté. Il y a plein de gens qui vivent sur mon travail, ça c'est vrai, mais c'est pas moi. Voilà.
Et alors ce que tu fais à côté, ça reste dans l'univers de l'illustration, ou est-ce qu'il y a vraiment ce côté illustration en tant qu'auteur, et puis à côté tu as un boulot, on va dire, purement alimentaire, qui est complètement déconnecté? Alors, il se trouve que j'ai pas de boulot alimentaire en ce moment parce que j'ai de l'argent de côté, donc qui me permet de vivre dessus. Si c'était pas le cas, j'aurais un boulot alimentaire. Après, c'est vrai que moi, je sais pas faire grand-chose d'autre que dessiner, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais bon. Après, il y a des possibilités, en effet, de gagner de l'argent, de vivre du dessin, peut-être d'autres façons qu'en faisant uniquement de la bande dessinée. Je pense que la bande dessinée, c'est pas forcément l'endroit où ça... C'est sans doute pas la voie royale pour être millionnaire. Non, voilà, ouais. Non, c'est un peu comme jouer au loto, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Ça marche. En tout cas, merci pour ces petits parcours, en tout cas, que vous nous racontez sur votre vie, sur comment vous en êtes arrivé effectivement à ces ouvrages qui sont sur la table. Et qu'on va pouvoir regarder un petit peu. Est-ce que vous voulez nous en montrer? Allez, on va commencer par Boris. Allons-y. On a 3 sur la table. Est-ce que tu peux les avancer un tout petit peu sur la télé, carrément? Cache l'écran. Carrément, et là, je les mets comme ça là. Ouais. Alors je vous montre celui-là par exemple, le premier. Donc ça c'est un livre qui s'appelle Paria. Tu peux le retourner vers toi. Ce sera plus facile pour toi. Comme ça. Et on sera dans le bon sens. Ouais, nickel. Ok, voilà. Alors Paria, ça c'est une série que je fais avec un ami qui s'appelle Tony Emerio, qui est au scénario, et qu'on fait chez un éditeur qui s'appelle Comics Initiative, qui est un jeune éditeur indépendant qui a commencé en faisant de l'achat de droits américains, de comics américains qu'il traduisait, et qui depuis quelques années a décidé de faire de la création. Donc ça s'appelle Comics Initiative, donc on est dans un format comics, on est dans la culture comics, on n'est pas forcément dans le comics américain au sens de super-héros, mais on est quand même dans cette nébuleuse-là, quoi. Et donc Paria, c'est une histoire qui se passe dans un 19e imaginaire, un peu steampunk, mais un steampunk un peu lourd, je dirais. On n'est pas dans le steampunk baroque et rococo de Lady Mechanica, par exemple, c'est pas du tout l'esprit, on est dans un truc beaucoup plus brut et beaucoup plus simple. Et donc on suit le parcours de 5 personnages qui ne se connaissent pas, qui sont réunis contre leur gré par une espèce de magnat de l'industrie, une espèce d'Elon Musk de l'époque, on va dire, un peu cintré quand même, et qui les réunit parce qu'ils ont des capacités alors on pourrait dire des super pouvoirs, mais c'est pas tellement des super pouvoirs, c'est plus ça peut être des maladies, ça peut être une tare, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas ils ont tous une particularité qui fait que mis ensemble ils forment une espèce d'équipe qu'on pourrait qualifier de super-héroïque, parce qu'ils ont tous des pouvoirs un peu étranges. Il y a un nécromancien, il y a une vampire, il y a un personnage qui est malade d'une maladie ultra contagieuse qui fait que dès qu'on le touche, tout le monde meurt à 15 mètres à la ronde. Ce qui peut être pratique pour se battre, mais voilà. Au moins pour faire des amis. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est une histoire un peu assez fun. On n'est pas dans un truc intello, pas du tout. C'est pas du tout l'esprit. Et je parlais d'expérience graphique en parlant de Lucky Luke, on est un peu dans un esprit comme ça, on est un peu dans un projet working progress permanent, si vous voulez. Donc c'est le scénario avance et le dessin avance un peu au gré de nos envies et de notre... ça se passe comme ça avec cet éditeur-là, c'est le projet qui est bâti de cette façon-là. La première de couverture, elle a vraiment... on sent bien ce côté un peu 19e, un peu steampunk, mais pas effectivement avec masse rouage, vapeur et voilà. Coco. Par contre, elle est très sombre. C'est-à-dire qu'on a des grands aplats, aplats noirs. On pourrait s'attendre effectivement à, on va dire, un genre de roman graphique, un peu plus cérébral, un peu sérieux. Ouais. Est-ce que tu veux nous montrer un petit peu l'intérieur sans dévoiler tout, évidemment, sinon c'est pas spoilé quand même. Je vais vous montrer des pages. Par exemple, une page caractéristique. Donc ce qu'on peut voir, alors effectivement moi ça c'est une caractéristique de mon travail, c'est que moi j'ai un dessin assez expressionniste, c'est-à-dire avec des rapports de masse noir et blanc très importants, assez dépouillés au niveau du peu de détails.
Et là, on a une mise en couleur assez particulière. On a longtemps réfléchi là-dessus. Au début, on s'est dit on laisse en noir et blanc. Après, on a fait des essais en quadrille avec de la couleur traditionnelle. Ça me plaisait pas tellement non plus. Et puis finalement, en réfléchissant un petit peu plus loin, en poussant notre réflexion, on s'est dit que, imaginons si ça avait été fait à l'époque, au début du XXe siècle, par exemple. Donc la quadrille n'existait pas à cette époque-là. Et souvent, en fait, dans les magazines, les illustrations, elles étaient faites en 2 couleurs, en bichromie. Il y avait souvent un rouge et un bleu. Qui venait compléter du coup le noir et le blanc de la feuille. Voilà, exactement. Et donc, on s'est dit, partons de ce postulat-là, et puis essayons avec 2 couleurs, dont une qui est le rouge, qui est uniquement en trame mécanique, hein, donc des petits points qui sont plus ou moins gros, qui sont là. Et puis le reste, c'est des aplats bleus avec des nuances de bleu. Et avec ça, donc cette palette très restreinte, voilà, essayons de voir ce qu'on peut faire et quel aspect. Du coup, ça nous intéressait aussi de donner un aspect particulier à la BD, une identité particulière. Ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait se dire que pour la mise en couleur, c'est plus facile, puisqu'il n'y a que 2 couleurs. Non, ça impose évidemment toute une réflexion sur chaque case. C'est ça. Finalement, c'est plus facile parce qu'on n'a que 2 couleurs, mais du coup, comme on n'a que 2 couleurs, j'imagine que c'est effectivement extrêmement compliqué. Ouais. Après, bon, c'est pas non plus. Non, ça va. Il y a une vraie réflexion. C'est pas insurmontable. C'est pas au hasard. Ceux-là, ils tremblent tout le temps. Non, parce que, comme je parlais tout à l'heure de couleur narrative, la couleur, elle est au service de l'histoire toujours. Voilà. Donc après, essayons de trouver des combinaisons qui fassent que justement, on va sublimer une émotion et puis mettre en valeur l'histoire de Tony pour. Paria donc chez Comics Initiative. Voilà, j'ai bien retenu. Comics Initiative. Comics Initiative. Combien de tomes de sortie? Donc ça, c'est une série qui est prévue en 4 tomes. Voilà. Et celui-là, c'est le 1, 2. Celui-là, c'est le tome 1. C'est le tome. Voilà, le tome 2 va sortir au mois de novembre. Ok, donc si vous voulez commencer, c'est maintenant. C'est ça. Prenez le train maintenant. Un petit deuxième 2D. Oui, alors très bien. Alors, moi j'ai ramené 3 BD dont vous êtes le héros, donc édité chez Macaca Édition. C'est des livres-jeux, des bandes dessinées jeux. Hein, c'est le concept du livre dont vous êtes le héros, que peut-être vous avez déjà entendu parler avant, qui a été transposé en bande dessinée. L'éditeur Macaca Édition, ils se sont spécialisés là-dedans. Hein. On les avait reçus déjà, je crois. On avait reçu d'autres auteurs, on les avait reçus, je sais plus, sur d'autres livres et bandes dessinées dont vous êtes le héros. Mais c'est possible que vous m'ayez déjà reçu, peut-être la dernière fois que je suis venu ici. C'est possible. Mais c'est possible, oui, parce que j'avoue que j'ai pas une super mémoire, mais visiblement vous non plus. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Ah, c'était il y a plus longtemps, c'était il y a 6 ans, je pense. Ah oui, mais voilà. Oui, non mais bon, bref. Alors je cherche à retenir la date d'anniversaire de mes fils. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Par exemple, donc ça c'est le dernier, Zone 25. C'est une aventure qui se passe dans un univers post-apocalyptique. C'est un peu inspiré de Fallout et Mad Max. Et donc BD dont vous êtes le héros, je rappelle quand même le principe très rapidement pour ceux qui ne se rappellent pas d'interview il y a 6 ans, et franchement vous abusez. On ouvre, première page, il y a en gros le personnage, le début de l'histoire, etc. Et puis quand on arrive à certains endroits clés, j'imagine un petit peu en fin de page, il y a des choix à faire. Et en fonction du choix que le lecteur va faire, il va se rendre sur une autre case, sur une autre page pour continuer son histoire. Donc c'est pas une histoire linéaire, page 1, 2, 3 jusqu'à la 125, c'est page 1, puis 2, puis on va à la 45, on revient à la 33 parce qu'on a choisi de prendre la clé dans le tiroir de droite et pas dans le tiroir de gauche. Puis après, voilà, et on évolue comme ça. Et on peut le rejouer, on le relire du coup plusieurs fois, j'imagine, en faisant d'autres choix. Tout à fait. Surtout qu'on a perdu et qu'on se retrouve sur une case. Ouais, alors oui, tout à fait. Il y a une rejouabilité, en effet. On peut, puisqu'il y a des chemins différents, donc on peut essayer d'explorer des façons différentes d'aller au bout. Hein. En effet, c'est vrai que si on meurt, on peut le refaire. Bon, la rejouabilité, je ne sais pas trop. Moi, j'aurais tendance à dire que ça a une rejouabilité limitée quand même, tout de même. Hein. Donc 4, 5, 6 fois, 10 fois peut-être. Ça dépend aussi des systèmes de jeu qui ont été créés par les scénaristes. Je pense que par exemple Yorktown, qui a plus de rejouabilité parce qu'il y a un côté gestion dedans, de ville, qui donne plus de
de possibilités différentes et du coup qui donne plus de sens au fait de refaire. Voilà. Je pense sur Zone 25, on doit pouvoir le refaire peut-être, je sais pas, 5-6 fois. Bon, évidemment, on est sur un livre, donc à un moment, une fois qu'on a fait tous les chemins, et voilà. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, il y en a 3, tu nous as dit, là on a montré 2, Zone 25 et Your-Town. Alors Zone 25, on est plutôt sur du post-apo, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Your-Town, avec son accent magnifique. Your-Town, on est sur du western, donc aventure, gestion de ville. Hein, donc ça c'est l'élément un peu novateur de celui-là. Et Loup-Garou, on est sur de l'heroic fantasy, action, aventure. Bon, voilà, avec exploration. Là-dessus, j'ai cru comprendre ce que tu viens de dire. T'es pas sur le scénar. Non. T'es sur l'illustration uniquement. Tout à fait. Donc tu reçois le scénario, ouais. Et puis derrière, comment tu as des... C'est précis comme scénario, c'est-à-dire que c'est très gros, ce qu'il y a dans les cases, on te dit voilà, faut dessiner, je parlais d'un tiroir machin avec une clé, ce sera un tiroir avec une clé, voilà. Ouais. Ou il y a un peu de marge. Alors, c'est très précis, parce que comme on a affaire à un jeu, vraiment ça sort de la tête du scénariste, hein, puisque c'est lui qui vraiment envisage les mécanismes, enfin je veux dire le gameplay, hein, je ne sais pas si on parle de gameplay pour ce... donc oui, en effet, c'est assez précis. On a de la marge, en effet, sur de la marge de création, sur les décors, les personnages, mais bon voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a un jeu derrière et que les instructions du scénariste doivent être suivies à la lettre et par la suite vérifiées, et on a des bêta-testeurs, hein, qui testent le jeu plusieurs fois pour être sûr que voilà, il n'y a pas des trucs qui ont été oubliés, des numéros qui seraient mal sortis à l'impression, toutes ces choses-là, quoi. Donc on va dire oui, 50-50 quoi. Hein. Mise en couleur, du coup, tu fais aussi? Je fais la mise en couleur aussi. Alors bon, j'en parlerai de façon moins, je pense, intelligente, que c'était très intéressant. En tout cas, non, mais je pense qu'il y a peut-être, moi, ça vient plus d'une envie. Par exemple, sur celui-là, on est sur une espèce de bichromie aussi. Là, c'est en effet, ça vient d'une discussion entre moi et l'éditeur, mais ça vient d'une envie et puis d'un. On va montrer un petit peu l'intérieur à la caméra si tu veux. Ouais, alors je peux montrer un peu. Hein, continuons à. Voilà, donc oui, ça vient d'une envie, d'un goût visuel. Et discussion avec l'éditeur. Ça a un sens par rapport à l'univers, enfin en tout cas selon nous, hein, ces couleurs-là, voilà, c'est un western, donc pour moi c'est très poussiéreux. Mais je veux dire, c'est vrai que moi j'ai encore plein de choses à apprendre. Je pense qu'en effet, tu parlais de la couleur. Le côté narratif de la couleur finalement un peu. Oui. Ouais. Après, il y a plein de façons de couleur, hein, mais moi c'est pour avoir lu Lucky Luke aussi, c'est vrai que c'est quelque chose en effet que j'ai remarqué dans les premiers Lucky Luke, que des fois moi me paraissait un peu étonnant. Oui, oui. Mais en effet, de la façon dont tu l'expliques, ça fait sens, quoi. Je reviens un peu à ça. Le reste, c'était des il y a des choix de couleurs, mais ça vient plus d'un coup de cœur, enfin d'un goût, d'une envie qu'une vraie réflexion. Voilà, pour faire des trucs en tant qu'auteur, faire des trucs au sens large, quand on fait une vidéo, quand on fait des photos, c'est aussi un travail d'auteur. En fait, moi je me suis rendu compte assez récemment que parfois on fait des choix sans les conscientiser. Tout à fait. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas réfléchis. Bien sûr. Tu vois, par goût, t'as choisi de faire du jaune et du bleu. C'est vrai que quand je pense à du western, quand je pense même à du Lucky Luke, les premières couleurs qui me viendraient, ce serait ça, ce serait du jaune et du bleu. Et puis après, effectivement, il y a d'autres teintes qui viennent se rajouter, etc. Et en fait, c'est au moment où, ça peut être aussi au moment où après tu te dis, mais finalement, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Que là, tu découvres le côté intellectuel peut-être de la chose, mais. Oui, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent, en effet, de prendre des décisions, faire des choix sans vraiment, comprendre sur le moment toutes les ramifications, on va dire, qui nous amènent à prendre ces décisions-là. Donc, souvent, on a des lecteurs, des fois, qui viennent avec des théories comme ça, qui nous éclairent, nous, sur notre mécanisme de réflexion instinctive, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a des mises en couleur qui sont différentes sur les trois.
est-ce qu'il y a un style graphique, un style de dessin qui est différent aussi sur les 3 ouvrages, ou est-ce que tu as un style particulier et c'est comme ça que tu dessines, c'est ton style Alors j'ai un style particulier que j'essaye de parfaire au quotidien, et du coup ça m'arrive des fois chez moi d'essayer d'autres styles, mais la tâche elle est trop grande pour moi en tout cas, donc oui on va dire que j'ai un style, mais je trouve qu'au stade où ça en est, il y a encore tellement de progrès à faire, tout ça, que c'est bon. Non, mais je crois que c'est l'aventure d'une vie de toute façon pour tout le monde. Hein, Déjà. Pareil, Boris, il y a d'autres livres. Oui, alors on parlait de style, justement, pour le coup. C'est ça qui me sautait aux yeux, c'est que j'ai l'impression que le livre que tu as alors sur celui-là, par exemple, je mets dans mon sens. Ouais, vas-y. Donc là, effectivement, on est sur un style totalement différent de celui de Paria. Un style de dessin en tout cas, et d'histoire aussi, parce que là c'est du gag, c'est une parodie des dessins animés de la fin des années 70, début 80, donc de toute la vague manga, anime, qu'on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, qui est arrivée avec Goldorak, Albator et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est parti d'une envie du scénariste d'avoir envie de faire une parodie de ça, et puis le scénariste est un bon copain, il m'a proposé de le dessiner, moi ça m'amusait, et puis donc je l'ai fait, et puis donc voilà, ça a donné cet album Récréa 3, ça c'est le tome 2, mais donc c'est du gag à la page. Alors là, classique, on est dans un standard de 46 pages classique, du gag, prof. Voilà. Et on retrouve évidemment, alors je suis un petit peu loin, mais du style, on retrouve évidemment toutes les caractéristiques du gag, quoi, avec des couleurs très vives, avec des personnages. Oui, c'est ça, oui, c'est du. Voilà, alors en plus, comme ça fait, fait référence au dessin animé de cette époque-là, qui avait notamment Goldorak, qui avait des couleurs extrêmement flashy. Donc du coup, c'est très coloré, effectivement. Là, c'est pas moi qui ai fait les couleurs sur cet album-là, c'est la compagne du scénariste. Et donc voilà, c'est bête et idiot, c'est fait pour ça. C'est ce qui rend les choses marrantes aussi parfois. C'est ça. Au contraire. Mais voilà, donc ça s'appelle Récréa 3, et pour nous on l'a pris aussi comme ça, comme une récréation par rapport à nos productions habituelles qui sont différentes avec d'autres objectifs. Et le passage d'un style à l'autre, comment ça se passe? Pour toi, c'est instinctif, c'est facile? Oui, instinctif, je dirais, oui. Après, c'est vrai que ça peut paraître brutal comme ça, mais du coup, moi, j'ai, comme je disais déjà, une culture franco-belge classique de lecteur, déjà, et puis de reproducteur quand on est enfant et adolescent, que j'ai laissé de côté pendant un moment, mais qui est toujours là quand même. Donc, et puis avant de faire de la BD, j'avais fait de l'illustration jeunesse un petit peu, dans un style très rond comme ça, pour les tout petits, vraiment les primo-lecteurs. Donc dans un style très très rond, comme ça. Donc voilà, je savais que je pouvais le faire, j'ai essayé, j'ai vu que ça marchait, donc j'ai continué. Petite récréation, quoi. Voilà, petite récréation, exactement. Alors on a une question dans le chat d'Andromède qui nous dit où peut-on trouver les BD? Alors on peut les trouver chez tous les bons libraires, évidemment, les commander. On va redonner juste rapidement le nom des éditeurs. Pour les livres dont vous êtes le héros, j'allais dire Macaca Édition. Katana Édition. Macaca Édition. Ouais. Alors ici, Paria, on est chez... Alors Paria, c'est donc chez Comics Initiative. Alors en librairie, ça se trouve, mais c'est quand même une diffusion assez faible. On n'est pas sur des gros volumes d'impression. Donc aller voir le libraire, à lui en parler, à lui demander pour le libraire peut éventuellement le commander. Sinon, alors il se trouve pas sur Amazon par exemple. Donc c'est un choix de l'éditeur de ne pas proposer ses livres sur Amazon. Il y a d'autres librairies mais il n'y a pas qu'Amazon qui font de la vente en ligne comme ça, qui ne sont pas Amazon justement, qui sont. Alors j'ai plus les sites, mais voilà, faites une petite recherche sur internet, des choses comme libraires associés, des choses comme ça qui permettent effectivement
de pouvoir faire de la vente en ligne, style Amazon, mais sans les contraintes ou les travers d'Amazon. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. Ça, c'est Soleil, donc ça, c'est classique, c'est une diffusion. Alors, Soleil, c'est normale. très connu, c'est l'Enfeust. Voilà, donc là, c'est chez les libraires. Voilà. Et alors, il y en a un troisième. Ah oui, un troisième. Que tu n'as pas montré encore. Non, j'ai pas montré celui-là. Alors ça, c'est encore Petite autre surprise, chose. Donc ça, c'est un album qui est donc une histoire, un one-shot, donc une histoire complète. Il s'appelle Peter Dillon, sous-titré L'énigme la Pérouse. Donc ça raconte l'histoire d'un marin au début du 19e siècle, qui était donc un marin anglais, un négociant, qui le premier, par un concours de circonstances, a découvert l'île de Vanikoro, sur laquelle les bateaux de l'expédition de la Pérouse ont sombré et ont disparu. Le mystère de la Pérouse, c'est vraiment le nom qui me dit quelque chose. C'est quoi? C'est du côté de La Rochelle, des choses comme ça, non? Alors, des bateaux qui sont partis. l'histoire de la Pérouse, c'est donc une commande de Louis XVI qui donc avait commandé ordonné, hein, parce que c'est un roi, qui avait donc ordonné une expédition autour du monde. Il avait envoyé donc deux bateaux, l'Astrolabe et la Boussole, un commandé par le comte de la Pérouse, l'autre par un ami à lui, un capitaine qui s'appelait Floriot de Langres. Et donc l'idée, c'était de finir un petit peu le travail de cartographie, notamment dans le Pacifique, qui était une zone encore assez inexplorée, donc il y avait encore des zones blanches dans le Pacifique, et donc de finir un peu ce que les Anglais avaient commencé à l'initiative de Cook. Voilà, donc de finir le boulot pour avoir enfin une idée complète de la planète sur laquelle ils vivaient à l'époque, au XVIIIe siècle. Donc les deux expéditions étaient parties pour 3 ans. Enfin, l'expédition, les deux bateaux, étaient partis pour 3 ans. Ils ont mené à bien leur mission. Malheureusement, sur le chemin du retour, donc en partant de l'Australie pour retraverser le Pacifique et revenir après Cap Horn et remonter l'Atlantique, ils ont disparu dans le Pacifique. Et puis pendant 40 ans, on n'a plus entendu parler de l'expédition. Jusqu'à ce que donc Peter Dillon retrouve la trace en découvrant cette île et donc en découvrant que mais oui, les bateaux ont bien disparu ici, qu'il y avait eu des survivants puisque les traces de cette île de Vanikoro attestent qu'il y a bien eu des survivants. Donc lui part à son tour, monte une expédition pour partir à la recherche de ce mystère. Et la suite, on le découvre évidemment en lisant. Et voilà, donc c'est ce que raconte mon histoire. Bien sûr. Alors, pareil, c'est un projet complètement perso, c'est-à-dire que tu as le scénario, oui. dessin, couleur. Oui, alors là, sur ce livre-là, j'ai tout fait. Donc ça venait vraiment d'une envie. Moi, j'ai découvert l'énigme l'expédition de la Pérouse en 2008 lors d'une rétrospective qui avait eu lieu pour l'anniversaire de la disparition. Donc il y avait une grande rétrospective au musée de la Marine à Paris. Je connaissais pas plus que ça avant. Ça m'a passionné, donc je me suis mis à me documenter là-dessus, compiler des bouquins, voir des films et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire quelque chose là-dessus. Et puis bon, après des circonvolutions, j'ai fini par tomber sur ce personnage-là de Peter Dillon qui est vachement intéressant. Et tu avais un goût pour le maritime avant, pour des mystères, quelque chose, ou c'est vraiment... y a pas de... Non, pas plus que ça, mais il y a un déclic, quoi. Cette histoire-là m'a passionné, donc j'ai envie de creuser. Ça marche. Bon, on vous le recommande chaudement. Merci messieurs pour ces découvertes de livres. On est au Festival des Imaginaires Ludiques. On vous propose un petit jeu quand même. Bon, allons-y. Ce serait dommage de ne pas jouer. Tu as des jeux en stock? J'ai des jeux en stock. Je sais que tu as toujours des jeux en stock. Alors, j'ai un jeu sympathique. Donc c'est sur l'ensemble de la culture geek. Donc les gens de connaître plusieurs choses. Donc il faut classer des œuvres que je vais vous dire par date de sortie, donc du plus ancien au plus récent. Voilà. Je vous les donne dans le désordre, il faut me les mettre dans l'ordre. Je vous les donne 3 par 3. C'est pas super dur, normalement. Normalement. Et vous pouvez jouer encore. Mais ça, on le dit depuis vendredi que c'est pas super dur, et puis finalement... et vous pouvez vous entraider, évidemment. Donc déjà 3 films. Star Wars, Un Nouvel Espoir, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et Highlander. D'accord. Alors le premier c'est Highlander, évidemment.
Les années 80. Enfin, si on parle du Highlander des années Star 80. Wars, un nouvel espoir, c'est aussi les années 80, non? Ah oui, c'est le premier Lucas. Ah oui, c'est le premier, ouais. Premier, Ah oui, non, t'as raison, c'est les années 70 alors, du coup. Moi, je mettrais peut-être Star Wars, Ouais, Highlander t'as raison. et le puis Seigneur le des Seigneur Anneaux. des Anneaux. Ah oui, un Ça nouvel m'a l'air espoir. pas mal tout ça. C'est parfait. Avec t'as Star raison. Wars en 77, Ouais. Highlander en 86 et Le Retour du Roi en 2003. Bon, ok, ils sont forts, on monte le niveau. Question suivante. 3 livres. Le Silmarillion de Tolkien, Les 81 frères de Romain d'Huissier et Altered Carbon de Richard K. Morgan. Je te laisse répondre. Alors, un peu les plus. 80 frères, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, à Romain d'ailleurs, mais je crois qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps, celui-là. Moins de 10 ans peut-être. Après, il y avait quoi donc? C'est quoi le troisième? Le Silmarillion de Tolkien C'est le jeu, évidemment. et Altered Carbon Attends, ça, c'est moi. de Richard K. Morgan. Alors, Altered Carbon, Ah, ça c'est- doit être plus récent, ça peut-être. Il y a eu une série là. Ouais, il y a une série. Ouais. J'ai pas lu ces bouquins, moi, de toute façon. Je sais pas. Alors, le plus vieux, c'est Tolkien, on est d'accord, j'imagine. Probablement, ouais, je pense. Sachant que entre le Silmarillion, les deux, effectivement, pour le coup, c'est pas Tolkien qui l'a sorti. Ah bon? Enfin, c'est pas Tolkien père qui l'a sorti, c'est son fils qui l'a sorti en compilant du coup les extraits, enfin les journaux, les Ah, d'accord. Puisque c'est un livre inachevé. livres inachevés Ah, à l'origine. d'accord. Mais effectivement, il est sorti quand même. Il y a quand même relativement avant les deux longtemps, autres, ouais. voilà, largement. Donc, Silmarillion, Après, dans les on est deux d'accord. autres, je sais pas. Alors, j'avoue, très honnêtement, moi je dirais Altered Carbon En deux? en 2 et 81 frères en 3. Mais voilà, ça ne doit pas être très très loin les deux quand même. C'est ça. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Alors le Silmarillion il est sorti en 77, Altered Carbon en 2002 et les 81 frères effectivement il n'est pas sorti il y a très longtemps et c'était en 2015. Le premier tome en tout cas, puisque le troisième tome lui il est sorti vraiment il y a 3-4 ans. Ouais. Et je crois qu'il a préparé un jeu de rôle qui est sorti ou qui est en train de sortir. Voilà. Un univers assez intéressant. Enfin, ouais, voilà, c'est un univers que j'aime bien. On est sur Hong Kong et on est sur des. C'est pas des chasseurs de fantômes, c'est. J'ai plus. Non, c'est des. Ouais, C'est une espèce de détective qui Ouais. effectivement traque les Détective démons, sorcier, enfin dans ces voilà, cultures c'est effectivement Mais c'est toute la culture asiatique. asiatiques. Ouais. Dans Hong Kong, mais à une époque moderne. Oui, voilà. Et ouais. donc le mélange des trois choses est vraiment très dépaysant. J'ai trouvé ça quand j'ai lu très chouette. Allez, troisième question. Je vous propose 3 jeux vidéo. Ah, alors Vous aimez là, bien les jeux vidéo ou pas? Tout à fait, oui. oui. Alors, je vous propose Prince of Persia, vous l'avez vu Ouais. sur le plateau, Il y a des indices en plus. GTA V Ouais. et StarCraft Legacy of the Void. Le dernier StarCraft. Bon, bah, moi, je dis. alors, moi je Déjà- te laisse faire là-dessus. Bah, je pense que le dernier StarCraft, non. Alors StarCraft je connais pas, mais je dirais peut-être tu les as peut-être donnés dans le bon ordre là, non? C'est pas. Non, StarCraft, parce que GTA ça a déjà 10 ans, GTA 5. Alors GTA V c'était en 2013 Ouais, et StarCraft effectivement c'était en 2015. Je vous les ai donnés dans l'ordre. d'accord. C'est pour vous aider. Et Prince of Persia c'est 90 89. Ok, Une autre série? allez. Une dernière? 3 films. Batman Forever, Terminator 2, Le Jugement dernier, et Spider-Man Homecoming. Entre Batman et Spider-Man, c'est quoi le deuxième? Terminator 2, Ah oui. Le Jugement dernier. C'est quel Batman Batman Forever. Batman Forever, c'est le. C'est le deuxième de connu, Tim ça, Burton, non? Ah non, c'est plus Tim Burton Forever. Ça, c'est ou Schumacher ou. Ah oui, C'est c'est effectivement Batman. Batman Je confonds avec avec Batman le défi alors. Ouais, Ah, c'est celui avec Val Kilmer, ouais. 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 Ah ouais. C'est Batman le défi, je crois. Non, le C'est 2, Batman et c'est Robin. Batman le défi. Ah, moi je préfère celui que George Clooney, moi. Il y a un aspect très BD. Alors, Eh ben, excuse-moi, redis. Terminator 2. Batman Forever, Ouais. Terminator 2, Le Jugement dernier, et Spider-Man Homecoming.
Oh, moi je dirais Terminator 2, Batman Forever, Spider-Man Homecoming. Ouais. Non, tu crois que le Batman serait sorti avant Non. Non, ouais. Terminator 2, Batman Terminator Forever, 2, ouais. Spider-Man. C'est ça, c'est exactement ça. Terminator 2 est sorti en 91, Batman Forever en 95 et Spider-Man Homecoming en 2017. D'accord. En fait, tu les donnes toujours dans l'ordre, c'est ça l'astuce. Ça, ouais. C'est pas très dur. Hein. Oui, finalement, c'est facile. C'était pas dans l'ordre, je suis C'est comme désolée. jeu. C'était mauvais. Après Batman Forever, c'est un peu, c'est un piège parce que Ouais, j'aurais pas su moi vous le placer. T'as dit que c'était quand la sortie c'est vraiment le film que tout le monde a envie d'oublier, quoi. 95. Bah ouais, c'est le c'est ça. C'est le troisième ou le quatrième, je sais plus. Je C'est crois le que troisième. Troisième. C'est le troisième. Bon, le quatrième n'est pas mieux non plus. Non. Voilà. Ouais. Bon, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. On jette un petit coup d'œil sur vos réseaux sociaux rapidement. Alors, si je m'en sors avec ça, parfait. Alors là, je crois que Boris, on est sur ton compte Facebook. Voilà, hop, on peut le voir sur la télé qui va se rallumer instantanément dès qu'on appuiera sur le bouton. C'est déjà fait. Oh là là. Voilà, donc on est sur ton compte Il y a des choses très vieilles. Facebook. Vous allez sur Boris, voilà, vous le voyez en haut ici, Boris Beuzin sur Facebook et vous pourrez voir un peu son travail. Voilà, quelques petites choses comme ça. Voilà, juste pris photo de couverture. Ça doit résumer sans doute une partie de la carrière. Oui, bah là, il y a un peu de tout, et des vieux trucs aussi, bien sûr. Des trucs jamais sortis non plus. Voilà, donc si vous voulez y aller dessus, sur Facebook, Boris Beuzin. Et puis on va aller aussi, hop, si je m'en sors, sur l'Instagram, app de 2D. Alors ton Insta, il est plutôt pour adultes. Ouais, il est plutôt pour adultes, oui, Voilà. tout à fait. Mais ça permet de découvrir aussi une autre facette de ton travail, assez intéressante. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu sur cet Insta, sur cette illustration en particulier? Sur cet Insta, oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah oui, alors ça fonctionne plutôt pas mal. En effet, donc c'est plutôt dirigé adulte, même s'il y a un peu de tout. Et puis, ça m'a permis de faire des rencontres. Et c'est vrai que je l'ai pas ici, mais ça m'a permis de sortir une bande dessinée éditée chez Glénat l'an dernier, qui s'appelle Gaijin. Et qui est scénarisé par Morvan, qui est dans la collection adulte de chez Glénat. Et donc ça m'a aussi ouvert des portes et ça marche plutôt bien, quoi. Il n'y a pas trop de pression sur Instagram, il n'y a pas ce côté faut que je sorte un dessin souvent ou je regarde mes likes, je regarde des abonnés, etc. Comment tu le vis du coup en tant qu'auteur? Ouais, ça va. Je subis pas trop là. Oui. Je suis, je suis pas très jeune, alors je suis peut-être pas non plus dedans. Bon, j'essaye d'être présent le plus possible, mais je me mets pas la pression là-dessus. Voilà. T'es pas comme tous ces influenceurs qui sont soumis à la pression des likes H24. Non, pas encore, mais bon, j'aimerais bien, peut-être. Booba n'est pas encore en train de te harceler. Bon, j'ai probablement pas assez de followers. Et je voudrais qu'on finisse par... je pense qu'il est temps. Ouais, c'est ça, il est temps, je suis bavard, c'est ça. Qu'on finisse quand même par une petite question rapide. Auriez-vous des conseils pour de jeunes illustrateurs, de jeunes dessinateurs qui voudraient se lancer, qui ont 14, qui ont 15 ans et qui ont un petit peu les mêmes rêves que vous quand vous aviez 14-15 ans? Quels sont vos conseils? Bien sûr, je sais que la responsabilité est lourde. Non, mais après, évidemment, l'adolescent de maintenant est très différent de l'adolescent que j'étais dans les années 80. Donc, mais les conseils, d'une certaine façon, c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire, faut pas hésiter à montrer son travail, c'est vachement important. Comme dans les salons comme celui-là, quand les auteurs sont présents, alors c'est très intimidant. Moi, le premier, quand j'étais ado, j'avais très peur d'aller montrer mon travail, mais faut pas hésiter parce qu'en général, d'une manière générale, les auteurs ils ne repoussent pas les jeunes parce qu'ils savent très bien qu'ils ont été dans cette de l'autre côté aussi à un moment donné. Et faut montrer son travail, c'est vachement important. Et puis alors maintenant on peut le montrer justement par le biais des réseaux sociaux comme les comptes Instagram, enfin voilà. Et on voit que ça marche bien, de toute façon.
Mais oui, mais effectivement, rencontrer des professionnels, c'est utile. Et puis, faut être curieux. Faut être curieux, faut faire, faut être curieux de tout. Même si on a envie de faire de la bande dessinée, par exemple, il faut continuer à aller voir la peinture classique, par exemple, parce que les grands artistes il y a 200 ans, ils savaient faire des images, ils savaient construire des images. Les photographes, pareil. Et ça nous sert de cultiver notre œil pour nous aussi faire des images. Hein. Faire des images, c'est pas justement le plaisir de dessiner, c'est aussi communiquer une émotion et fabriquer une image, et ça s'apprend. Même si on est ultra fan d'un manga dans un style très particulier, pas hésiter à élargir au contraire le plus possible le champ de ce qu'on voit. Ça permet de, même en dessinant que du manga, de comprendre d'autres choses, de voir d'autres choses, d'aller chercher. C'est fondamental. D'ailleurs, que du manga, c'est pas restrictif. Genre le manga, c'est pas. D'ailleurs, si je peux me permettre, justement, je pense qu'aujourd'hui, avec le manga, les jeunes font pratiquement une distinction entre la bande dessinée et le manga. Et moi, je pense que c'est très réducteur pour les deux et que c'est se mettre des barrières. Manga, je parle pas japonais, mais il me semble que c'est juste la traduction un peu du mot bande dessinée. Le concept, c'est le même. Il n'y a que le sens de lecture qui change. Ok, le style graphique japonais n'est pas le même que le style graphique européen, mais sinon, c'est la même chose. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, il faut qu'ils embrassent toutes les cultures et tous ces trucs-là et qui mélangent tout. Bon, moi je trouve le manga c'est très bien, mais il faut s'ouvrir à tout. Voilà. Et la construction d'une image, qu'elle soit dessinée, qu'elle soit photographiée, qu'elle soit même filmée, en fait un film, même un Marvel qui fait 2 heures avec un énorme budget, se construit exactement pareil qu'une BD, avec des choses qu'on montre, des choses qu'on ne montre pas, et c'est ce qu'il y a entre les choses qu'on montre et qu'on ne montre pas finalement qui raconte l'histoire. Donc il y a tout ça qui est à regarder et à comprendre, qu'on soit manga, BD, film, etc. Merci beaucoup. On a vos collègues qui vous attendent avec impatience, je crois, pour aller manger. Ils ont faim. Ils ont faim. Vous aussi, sans doute, peut-être. Non, nous, ça va. Merci beaucoup, en tout cas, du temps que vous avez pris. Vraiment, c'était un plaisir. C'était très, très agréable. Le chat était très content aussi d'avoir pu poser quelques questions comme ça. Merci vraiment. Nous, on fait une toute petite pause et on renchaînera assez rapidement, je crois. Non. On va voir. Elle va me dire. Ça marche. On va improviser. En tout cas, on vous remercie vraiment chaleureusement. Bon après-midi, bon festival, bon appétit. Et à dans moins de 6 ans, j'espère. J'espère aussi. Ouais. Super. À bientôt. Ça marche. Salut. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires.